Vous écoutez France Culture. Bonsoir Aude, bonsoir à tous. Are you racing or watching? Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching? And if you're the last one in, there ain't much manhood around here to choose from. La dispute. Ce soir, le cinéma. Are you racing or watching? Are you racing or watching? Are you racing? Large horizon cinématographique ce soir avec pour point commun un désir des cinéastes concernés aujourd'hui de filmer des acteurs bien précis. C'est le cas d'un nouveau venu, Cyril Ménéguin, avec Corinne Maziero qui incarne le rôle-titre du film Louise Wimmer. C'est le cas de Jeff Nichols qui retrouve Michael Shannon pour son deuxième long-métrage Take Shelter. C'est le cas enfin de David Cronenberg qui oppose Viggo Mortensen et Michael Fassbender dans A Dangerous Method. En plus de ce programme critique, dans une quinzaine de minutes, Antoine Guillot nous livrera sa revue de presse culturelle et vers 21h40, je passerai un coup de fil à Sébastien Moras qui tente actuellement de sauver, avec d'autres, le festival Plein la Bobine. Et pour mener cette dispute avec moi ce soir, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Charlotte Garçon, d'Alain Spira et d'Antoine Guillot déjà annoncé. Nous ouvrons comme chaque soir cette émission avec le répondeur téléphonique de la dispute qu'on peut appeler au 01 56 40 25 11. Allô, bonsoir. Je voudrais vous parler d'un film dans lequel joue François Cluzet, dont vous aviez parlé. Pas celui où il incarne l'un des deux handicapés, l'autre est un handicapé social, mais un film très sympathique que vous aviez conseillé qui s'appelle L'Art d'aimer. Et j'ai passé un très bon moment. Bonne soirée, au revoir. Bonsoir, oui, c'est Alice. J'appelle concernant le film Shame. J'ai écouté avec attention l'émission de la semaine dernière et c'est vrai que je partage un peu le point de vue d'Antoine Guillot concernant l'amorce d'un sujet qui aurait pu être intéressant, effectivement, le rapport frère-sœur. Film éblouissant, je ne pense pas. Qu'est-ce que j'ai noté ? Le plus beau film de l'année, je crois pas. Il se trouve que les jours précédents, j'ai vu le film de Bellatar et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était effectivement un très beau film. Forme magnifique, je sais pas. Donc, je suis un peu ennuyée d'avoir écouté tant de compliments. Alors que les scènes de sexe ont été particulièrement ennuyeuses. C'est vrai qu'il s'ennuie certainement beaucoup, ce personnage, et je me suis beaucoup ennuyée. Je me suis beaucoup ennuyée aussi à écouter cette conversation au restaurant entre ce personnage masculin et cette jeune femme noire qui apparemment est une collègue de bureau. J'ai regretté que Steve McQueen ne soit pas Woody Allen ou un peu plus loin Pasolini ou quelqu'un qui a beaucoup plus de finesse dans la gestion des relations humaines. Je m'interroge beaucoup sur toutes ces critiques dithyrambiques que j'ai trouvées aussi par ailleurs à la grande table. Je suis un petit peu sur ma faim concernant ce film de Steve McQueen. Oui, bonsoir Barbara. J'ai donc écouté l'émission où les réalisateurs critiquaient la critique ou la critique, enfin bref, vos critiques. Alors moi, ce qui m'est apparu et à quoi j'ai été sensible, c'est que en fait, la critique atteint bien plus les réalisateurs, metteurs en scène que le public qui va à leur spectacle. Parce que pour eux, évidemment, c'est bien sûr le problème
de la fréquentation de leur œuvre, de leurs pièces ou de leur spectacle, mais aussi malgré tout leur amour-propre, leur ego. Ça fait bobo apparemment. Pour nous spectateurs qui allons voir ces pièces ou les œuvres en question, si nous lisons des critiques, en fait c'est beaucoup plus pour avoir des clés qui ne sont pas des grilles de lecture de la prestation ou du spectacle. Voilà, donc voilà deux positions ou deux attentes qui sont totalement différentes entre donc celui qui produit le spectacle et celui qui consomme le spectacle. Vis-à-vis de la critique, eh bien manifestement nos attentes ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, au revoir et bonne soirée. Merci à vous. Si vous aussi vous voulez nous appeler, nous disputer, commenter, réagir, critiquer, vous appelez le 01 56 40 25 11. Nous attendons vos messages. La dispute est ouverte. Vous y êtes tous conviés. Mon pauvre ami, vous êtes la perpétuelle victime de l'esprit querelleur de vos contemporains. Hein? Il n'en est pas moins vrai, monsieur Béréto, que c'est la 3e fois cette année, et la dernière, j'espère, que vous êtes poursuivi pour coups et blessures. À qui la faute, monsieur le commissaire? Hein? Moi, je roulais tranquillement, doucement, à ma droite, et c'est monsieur qui brûle un stop et qui m'emplâtre. Bon, je souligne poliment l'infraction, je souris quand cette espèce de possédé commence à me dire un tas de gros mots que j'ose même pas vous répéter, monsieur le commissaire. Bon, j'ai peut-être eu tort de le tirer par la cravate à l'intérieur de ma décapotable, mais c'est tout, monsieur le commissaire. C'est tout. Mais nous, on ouvre cette émission avec un film sorti il y a déjà 2 semaines, mais dont Charlotte Garçon et Antoine Guillot voulaient absolument parler. A Dangerous Method, du Canadien David Cronenberg, un film qui aurait pu sans peine s'appeler en France Une méthode dangereuse. Passons. De quoi s'agit-il? D'un ménage à 3, celui que formèrent Sabina Spielrein, Sigmund Freud et Carl Gustav Jung au début du XXe siècle. Premier film historique donc pour le metteur en scène de Vidéodrome, La Mouche, Crash, Dead Zone, History of Violence ou encore Les Promesses de l'Aube, qui s'intéresse ici à la petite histoire derrière la grande histoire et les grands hommes, et la façon dont la psychanalyse débutante s'est aussi construite de façon chaotique entre jalousie, violence et transgression, comme on l'entend dans cette bande-annonce. Sex. Male. Family. Child. Divorce. No. Professor Freud and Dr. Jung. I've simply opened a door. It's for the young men like yourself to walk through it. Perhaps she's the one for your experimental treatment. Tell me about the first time you can remember being beaten by your father. It excited me. And how is your little Russian patient? There was the most dramatic improvement. Is she a virgin? Oh, certainly. If you ever want to take the initiative, I live in that building there. Why should we put so much effort into suppressing our most basic natural instincts? Never repress anything. I want you to punish me. There's a rumor you've taken one of your patients as a mistress. Surely you didn't think I'd let you go without putting up a fight. Don't you think we ought to stop? Do you want to stop? You still love him. Will you come back to us now? Sometimes you have to do something unforgivable just to be able to go on living. Nombre de nos auditeurs ont donc pu voir ce film sorti il y a 2 semaines. Ça n'a pas été mon cas. Moi, je ne connais que la bande-annonce et parfois il y a des bandes-annonces qui ne vous donnent pas envie d'aller voir des films. Pour l'instant, c'est mon cas. Alors pourquoi diable, chère Charlotte, faut-il absolument aller voir A Dangerous Method? Alors, c'est un coup pendable que vous nous jouez, Arnaud Laporte, en passant la bande-annonce avant qu'on parle du film. Bon, c'est pas un coup pendable, c'est voilà. Ce qu'on fait régulièrement, Charlotte. Voilà, oui, bon, on peut oublier le montage de cette bande-annonce. Souvent, les bandes-annonces ne donnent pas envie
de voir les films. Donc, c'est quand même, oui, c'est un problème. Bon, pour ma part, j'ai trouvé que ce film était d'une densité extraordinaire, d'une rapidité étonnante, alors que je vois bien quels arguments vont nous être opposés et qui sont ceux d'être finalement d'un film bavard. Et effectivement, c'est l'une des questions que traite de front Cronenberg dans ce film, c'est comment filmer principalement des gens qui parlent. Donc, c'est-à-dire il n'est pas le premier à s'y coller en même temps. Non, mais à la fois, c'est un film très incarné, et je ne suis pas d'accord quand vous présentez le film comme étant un film qui, finalement, parle de la petite histoire qui est derrière la grande. C'est presque l'inverse, c'est-à-dire comment l'une des plus grandes aventures intellectuelles du XXe siècle est en fait tout à fait connectée au reste de la grande histoire, et comment elle est elle-même... petite histoire de ces trois personnages. Oui, mais justement... Ne faites pas semblant de pas comprendre ce que comment je dis. elle est elle-même travaillée par des pulsions qui, effectivement, ici, sont celles qui circulent entre les trois personnages, à savoir cette figure qu'on avait oubliée jusqu'à l'exhumation de papier qui était dans une malle, je crois, à la fin des années 80, qui est Sabina Spielrein. Mais comment ces pulsions qui circulent entre les trois personnages, en fait, leur sert aussi de moteur de combustible théorique, et comment cette Sabina Spielrein qui a été réduite finalement à une ou deux notes de bas de page dans les écrits de Freud, c'est une figure aussi bien du point de vue physique que théorique très intéressante. J'irais peut-être pas jusqu'à dire que c'est un film féministe, mais c'est clair qu'en choisissant de s'organiser autour de cette héroïne, il y a déjà un choix que moi je trouve assez intéressant et dynamique de la part de Cronenberg. Mais ce qui est surtout très beau dans le film, c'est que pour tous ceux qui ont vu quelques films de Cronenberg, on sait très bien que c'est le cinéaste de la chair. Enfin, c'est un cinéaste qui éclabousse souvent. Et là, cette violence qu'on lui connaît et qui, au fur et à mesure des années, a tendance à se resserrer, à devenir plus intérieure et à bouillonner, mais de manière très contenue. Là, elle atteint justement un point je dirais, de rétention qui est vraiment extraordinaire et qui rend le film complètement tendu. Mais c'est la même question que dans plein d'autres films de Cronenberg, beaucoup plus violents physiquement, et qui est comment la chair et le verbe, je dirais, se compénètrent, s'interpénètrent, et parfois entrent en tension. Anna Spira. Oui, la bande-annonce, pour une fois, n'est pas de la publicité mensongère. Alors ce film, j'ai vu il y a un moment, et je me suis dit, tiens, je vais peut-être aller le revoir pour l'avoir bien en tête, et puis vraiment, j'ai pas eu ce courage. Parce que j'avais déjà vu la pièce, créée en 2008 au Théâtre Montparnasse avec Barbara Schulz et Samuel Le Bihan, et déjà, c'était... Deux grands comédiens. C'était soporifique. Bien sûr. Et là, moi, ma déception vient d'abord de Cronenberg, que j'adore ce réalisateur, c'est un de mes préférés. Et si je vais voir ces films, c'est que j'en attends quelque chose. J'en attends une certaine démesure, effectivement, de la chair, de la violence, une violence qui n'est pas intérieure dans ces derniers films, que ce soit Promesse de l'ombre ou bien History of Violence. On ne peut pas dire que ce soit une violence rentrée. Là, qu'on puisse voir... appréhender de la violence dans ce film, là je dirais, pour prendre un terme freudien, c'est un fantasme. Moi j'ai vu aucune violence, j'ai vu une nappe blanche. Je me suis dit, tiens, il fait un film de commande pour la BBC. C'est un film très superficiel. Les gens qui connaissent peu Jung ou Freud... qui sont quand même nombreux, il faut bien le dire. Qui sont très nombreux, ne vont pas comprendre ce qui les sépare vraiment. La chose pratiquement principal qu'on apprend, c'est que Freud fumait beaucoup de cigares comme Churchill. Pour le reste, de l'inconscient collectif, de la passion pour Jung, pour l'occultisme, les religions, tout ça, on n'en parle pas. On n'en parle absolument pas. Ça viendra plus tard dans l'histoire. Alors, tiens, Antoine Guillot, rentre dans la danse avant qu'on... Non, la question de l'occultisme chez Jung viendra beaucoup plus tard que les moments qui sont évoqués dans le film, donc ça aurait été pour mais ça fait déjà partie de ses préoccupations. S'il l'avait fait, on lui aurait reproché d'être anachronique, donc là, il faut pas lui faire ce procédé d'attention-là. Non, moi, je trouve le film tout à fait passionnant, d'abord plastiquement très beau, ce qu'on a peut-être pas assez dit, y compris dans ce classicisme affecté qui, moi, m'a vraiment emporté par l'image, mais surtout, moi, il me passionne par sa façon de s'inscrire dans l'œuvre de Cronenberg et justement d'apporter quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que ce film a déçu beaucoup de Cronenbergiens, comme avait pu le faire Spider à une époque, où les gens
gens se demandaient qu'est-ce qu'il était allé se perdre là-dedans. Et on était dans un film complètement sur le désordre mental, sur la construction mentale. Et c'est vrai que, comme le soulignait Charlotte, le cinéma de Cronenberg fonctionne complètement sur... C'est pas un cinéma de la chair, c'est un cinéma de l'articulation entre la chair et l'esprit. Et sur comment les deux sont complètement liés. Et autant dans certains films, et notamment dans les premiers, c'était la chair qui était en désordre. Ici, c'est tout le contraire, parce qu'on est dans une époque où la chair ne peut pas s'exprimer. On est dans une époque extrêmement corsetée, et on sent que vibre dessous tout ce qui va éclater dans le siècle qui va suivre, sous la forme justement de ce débat théorique et de cette contamination qui va venir, qui est encore le grand thème de Cronenberg, qui arrive par plusieurs moments. C'est-à-dire que le moment où Jung va pouvoir se lâcher un peu vers la vie et vers ses propres pulsions, c'est parce qu'il aura rencontré un personnage qu'on voit très peu dans le film, et Dieu sait que j'aime pas Vincent Cassel comme comédien, mais il est très bien dans le film à ce moment-là, si je vous assure, Arnaud. C'est le seul. Qui joue ce personnage de psychologue fou, autogrosse, qui est un libertin absolu, qui prône même théoriquement la polygamie, etc., et qui va contaminer d'une certaine manière, être le virus qui va provoquer l'expression possible du désir chez Jung. Il y a aussi cette jeune femme qui a un corps convulsé, comme à une époque, Cronenberg pouvait le faire avec des effets spéciaux, qu'il s'agisse du corps magnétoscope de Vidéodrome, de la mouche et de tant d'autres corps suppliciés à l'écran, Existence et autres. Enfin, on en a, et Crash, et la fusion, etc. Là, on a ce corps, effectivement, d'hystérique, au sens psychanalytique du terme, dans les convulsions telles qu'on pouvait les voir dans les photographies des patientes de Charcot, et on se dit à partir de là, effectivement, tous ces personnages de Cronenberg, auparavant, étaient des grands hystériques. Et là, il le dit très, très clairement avec ce film, sans jamais nous le dire textuellement. Moi, je trouve que ce film éclaire énormément le cinéma rétrospectivement de Cronenberg. Et si je peux rajouter quelque chose, encore une fois, c'est la première fois, sauf dans le court-métrage que Cronenberg avait donné au Festival de Cannes dans la série Chacun son cinéma sur le suicide du dernier juif sur Terre, dans le dernier cinéma du monde, sur la dimension et les préoccupations quant à la question juive chez Cronenberg sont extrêmement présentes de manière incroyable dans ce film, parce que qu'est-ce qu'on voit ? On voit un savant juif qui a conscience de la position dangereuse dans laquelle il est et de ce qui va venir. Il y a un côté très... la méthode dangereuse annonce aussi le siècle à venir, et qui se dit, comment je vais sauver ma science ? Eh bien, il faut que je prenne un arien corseté propre sur lui, c'est-à-dire un Suisse protestant, Jung. Et à partir de là, ça prend une dimension assez perturbante. Alain Spira. Oui, moi je reviens sur mon plus grand reproche. Il faudrait le faire comme on fait pour les vins à l'aveugle. Je suis persuadé que sans connaître le réalisateur, en ayant vu ce film, il était impossible de dire que c'était David Cronenberg. Mais je dirais même à l'inverse, si vous étiez allé le voir à l'aveugle sans savoir que c'était Cronenberg qui l'avait fait, sans doute vous l'auriez aimé. Ah non, là c'est un procès d'intention, mon cher Antoine. Alors là, Charlotte peu Garçon. importe cet auteurisme à la limite, mais c'est vrai que c'est important, je pense, de souligner le sujet de la judéité, parce que ça traverse le film de manière très très forte, et c'est un moment historique très intéressant. Souvent, les films traitent du judaïsme au moment critique, où d'ailleurs Sabina Spielrein va mourir, c'est-à-dire les années 40. Et là, on est à la veille de la Première Guerre mondiale, et ce qui est intéressant, ça n'est pas seulement que Freud se choisisse un héritier chrétien et pur adorateur de Wagner. C'est aussi... Et suisse. Et suisse. Mais c'est aussi l'aveuglement de ce protestant Jung qui prétend croire, ou qui croit sincèrement, qu'il ne voit pas du tout, mais enfin, pourquoi les psychanalystes viennois juifs seraient plus vulnérables à la critique parce qu'ils sont juifs. Et dans le film, il y a une réplique justement de Freud à ça, disant je trouve que là, votre remarque, elle est exquise de protestantisme. C'est-à-dire que cet aveuglement-là de Jung, qu'il va conserver assez longtemps, il dit aussi la fracture qu'il y a entre Freud et Jung de manière, je trouve, déchirante. C'est pour ça que le film, il est aussi historiquement très très juste. Et la langue anglaise, elle n'est pas gênante ? C'est une vraie question, c'est pas du tout un procès d'intention que je vous fais là. Voilà. Pas plus que chez Lubitsch. Non, mais on n'est plus en 1930, vous aurez remarqué quand même. Non, j'ai vraiment une chose gênante, qui... la langue. Non, mais voilà, une question de quelqu'un qui n'a pas vu le film encore. Moi, j'aurais rêvé que ce soit quelqu'un comme Ken Russell qui prenne ce sujet. Mais en tout cas, il me semble qu'il trouve là son sujet, parce qu'il voit très bien, Cronenberg, que l'idée de cette articulation entre la parole et la chair, c'est la question du cinéma, de tout le cinéma en fait, et en même temps celle de la psychanalyse. Donc on ne peut pas rêver
mieux. Et moi, je trouve cette rencontre, elle est au sommet. Elle est voilà vraiment pourquoi très, il faut très voir réussie. Dangerous Method. Bon, mais on avance dans cette dispute parce qu'on a tous des coups de cœur en cette fin d'émission. Donc, il nous faut garder le rythme qui est déjà évidemment bien entamé. On laisse Antoine Guillot se métamorphoser pour découvrir ses habits de revuiste de presse. Voilà, il faut bien que je vous arrête sur Cronenberg, sinon on y passait l'heure, Antoine. Oui, mais c'est quand même formidable, Cronenberg. Bon, alors. C'était le beau cadeau des fêtes. Eh bien, la période des fêtes, elle ne l'a pas été pour tout le monde dans le cinéma. En tout cas, la veille de Noël, le journal italien La Stampa a ainsi révélé, ce qui a été repris entre autres par Le Parisien, que Anita Ekberg est complètement ruinée. À 80 ans, la diva de Fellini se retrouve sans un sou, au point que l'actrice suédoise qui a crevé l'écran, rappelons-le, en 1960, aux côtés de Marcello Mastroianni, dans la Dolce Vita, a dû demander une aide financière à la fondation du célèbre cinéaste italien. Madame Anita Ekberg souffre d'un véritable manque de liquidité, a déclaré au quotidien turinois Massimo Morais, son administrateur de biens, qui en appelle à la solidarité de tous les bienfaiteurs, même à un niveau modeste, appelle donc aux auditeurs. Quelques jours plus tard, le 28 décembre, le New York Times nous apprenait le décès par insuffisance rénale, au même âge de 80 ans, d'une autre légende du cinéma. Sitôt appris la nouvelle de la mort de cette légende du cinéma, l'actrice Mia Farrow a déclaré sur son compte Twitter « C'était un salaud qui mordait ma maman à chaque occasion ». Autre éloge mortuaire de l'illustre disparu, quand il n'aimait pas quelqu'un ou quelque chose, il ramassait ses excréments et les jetait sur lui. Il pouvait vous atteindre à 10 mètres à travers des barreaux. Quelle vedette du showbiz aurait pu rêver pareil hommage ? S'est interrogé Gilles Renaud dans Libération. Iggy Pop, Jackson Pollock, David Guetta en descente d'acide, le Christophe Lambert de Greystoke. Là, ça y est, on brûle, car l'éloge est destiné à Cheetah. Ainsi que s'en souvient avec tendresse Ron Priest, employé de la réserve de Floride, où l'un des primates les plus célèbres de l'histoire du cinéma viendrait de succomber à l'âge de 80 ans. Si l'on use ici du conditionnel, ce n'est pas parce que le décès n'a pas été dûment constaté, je vous rappelle, insuffisance rénale, mais parce qu'il existe des jaloux qui cherchent des poux dans la tête du cadavre, contestant à la bestiole son statut de star des années 30. Cheetah a connu la consécration en 1932, rappelons-le, dans Tarzan l'homme singe, et en 1934 dans Tarzan et sa compagne, donnant la réplique au champion de natation Johnny Weissmuller et à la non moins séduisante et à peine majeure Maureen O'Sullivan, la mère de Mia Farrow. Nous revient ici en mémoire notre Gilles Renaud dans la tradition un peu camp de Libération que la bête défunte semblait jalouse de la belle alors qu'il s'agissait bel et bien d'un mâle. Donc, c'est avec une grande tristesse que la communauté a perdu un ami très cher et un membre de sa famille le 24 décembre 2011, a dignement signalé sur son site internet le Suncoast Primate Sanctuary de Palm Harbor, où le retraité des plateaux menait une vie somme toute comparable à celle de ses concitoyens vermoulus. Il adorait peindre avec ses doigts, regarder du football américain et écouter de la musique religieuse. Vous parlez d'Anita Ekberg, toujours toujours, Ah, vous avez bien suivi Arnaud. Selon la DIRCOM du centre, la triste nouvelle à peine annoncée, certains pinailleurs ont cru bon de rappeler qu'un autre Cheetah avait naguère revendiqué le titre avant d'être démasqué et qu'en tout état de cause, il paraissait dur de gober que ce singe ait pu vivre jusqu'à 80 ans quand la moyenne d'âge de l'espèce tourne autour de 45. Suite à quoi les mécents de tout poil auront beau jeu d'asséner que Cheetah s'appelait de son vrai nom, si l'on peut dire, Jits. Qu'un homme, David Holt, douce revanche de la nature, le doubla parfois, et que, selon certaines sources, l'imposteur serait en réalité né en 1960. Toujours est-il, comme l'a rapporté Le Parisien, que l'annonce du décès a affolé le web, au point que les mots Tarzan et Cheetah se sont retrouvés en quelques heures dans le top 10 mondial des sujets de Twitter. Des centaines de personnes ont signé le livre d'or, ouvert sur le site du Suncoast Primate Sanctuary. Je vous en donne un. Retrouver son ami, quel magnifique cadeau de Noël pour Tarzan. C'est ainsi réjoui l'une de ces personnes. Le Parisien en a profité pour évoquer quelques célèbres bêtes de cinéma, comme Lassie, qui, comme Cheetah, était en fait un mâle. Pal est né en 1940 et a joué Lassie jusqu'en 1954. Après sa mort en 1958, ce sont ses descendants directs qui ont repris le rôle. Lassie est l'un des rares animaux à posséder son étoile sur le trottoir d'Hollywood. L'ours de Jean-Jacques Hano, en 1988, était en fait incarné par 3 plantigrades. Seul le grand, Bart, a connu une vraie carrière. Il est apparu dans 15 longs métrages, dont non pas les Simpsons, mais Cro-Blanc ou Légende d'automne. Il est mort le malheureux d'un cancer en 2000 à 23 ans. On apprend aussi grâce aux Parisiens que le rôle principal de la saga Sauver Willy était tenu par un orque nommé Keiko. Né en 1976, il est capturé par un parc animalier en 1979, remis en liberté en 1999 en mer de Norvège grâce à une association et un financement de 20 millions de dollars quand même.
Keiko est toujours resté proche des côtes et des hommes. Il est mort d'une pneumonie. En décembre 2003, oui, les orques peuvent mourir de pneumonie. Le Parisien s'est enfin intéressé à Babe, celui dont les aventures avaient attendri le monde entier en 1996 dans Babe, le cochon devenu berger. Sauf que là, il est impossible de retrouver la vraie star du film puisque 48 porcelets donnaient vie à Babe dans le premier film avant un deuxième 3 ans plus tard. Les producteurs ont cependant assuré à l'époque qu'aucun ne serait livré à l'industrie alimentaire, nous rassure la signataire de l'enquête Stéphanie Guérin. Les amateurs de génériques de fin connaissent en effet bien le souci des gens du cinéma de protéger leurs interprètes animaliers affichés par la mention « Aucun animal n'a été maltraité pour les besoins de ce film ». C'est pas toujours le cas. Comme on l'apprenait là encore dans le Parisien, la veille de la mort de Cheetah, des défenseurs des animaux accusent en effet Sylvester Stallone de nuire aux chauves-souris. Celle de la grotte d'Evetashka en Bulgarie, où le bon vieux Sly tourne The Expendables 2. Selon ses accusateurs, le bruit des machines, la lumière et la présence humaine auraient perturbé l'hibernation d'une colonie de 33 000 spécimens dans ce site naturel protégé, un nombre qui serait tombé à 8 500 après le tournage, selon un expert du musée d'histoire naturelle de Sofia. Comme quoi, entre Noël et le Nouvel An, il n'y a pas que les dindes qui ne sont pas à la fête. King Kong, non, pas de nouvelles. Godzilla, la prochaine fois. Pas de nouvelles. Et puis, pour Anita Ekberg, Bébé et Piolate, et ça ira beaucoup mieux pour elle. Hein. Les souscriptions sont ouvertes. Nous, et Ratintin, ils étaient plusieurs à l'Aspira. On va poursuivre, nous, cette émission de la dispute, alors consacrée, comme chaque mardi soir, au cinéma. Nous allons, cette fois, véritablement, en Amérique du Nord, après l'Europe du siècle dernier, vue par le Canadien Cronenberg, c'est une nouvelle fois dans un coin perdu des États-Unis, que nous invite le cinéaste Jeff Nichols, dont le premier film, Shotgun Stories, sort enfin en DVD. Chez Potemkin, une édition qu'il faut saluer parce que c'est une œuvre qui a été pour moi un des grands chocs des années passées, récentes. J'ai d'ailleurs revu Shotgun Stories avant de découvrir Take Shelter, et cette œuvre inaugurale du cinéaste qui n'avait pas 30 ans au moment de sa sortie, mais à nouveau apparue pleine de maîtrise, très impressionnante. Shotgun Stories, c'est une guerre de clans, une lutte fratricide dans une Amérique là aussi désolée, un film où on a du mal à respirer, un film dans lequel Michael Shannon, déjà lui, sa mine renfrognée, sa démarche lourde et sa voix douce faisait une impression durable. C'est ce même acteur que Jeff Nichols filme donc une nouvelle fois, omniprésent dans Take Shelter, qui sort demain sur les écrans en français, précédé d'une jolie réputation, établie dans les festivals, à Sundance tout d'abord, puis à Cannes, où il a reçu le Grand Prix de la Semaine de la Critique, et à Deauville, où il rafla en septembre dernier le Grand Prix. Take Shelter va suivre une sorte de descente dans une sorte d'enfer d'un homme modeste, Curtis LaForge, employé sur des chantiers où il est en charge de forer des trous, sans qu'on sache très bien la finalité de ce travail. L'enfer, ce sont ces cauchemars de plus en plus violents. Curtis, témoin de phénomènes naturels de plus en plus inquiétants, qui amène ce bon père de famille à s'inquiéter pour la sécurité de sa femme et de sa fille. Il n'a plus qu'une seule obsession, là, une fois qu'il est réveillé, c'est de consolider, d'agrandir l'abri anti-tempête trop vétuste qui se trouve dans son jardin, d'où le titre du film Take Shelter, littéralement prendre un abri, trouver refuge. Une nouvelle fois, Charlotte Garçon, pour vous faire plaisir, la bande-annonce du film. I love you. Bye. What's the matter, you Curtis? It sounds like thunder. You got a good life, Curtis. I think that's the best compliment you can give a man. Take a look at his life and say, that guy's doing something right. Well, it ain't always so easy. Stewart's been telling me how strange Curtis has been acting lately. Is anyone seeing this? Tell me about these dreams. You okay? Honey, if you're not feeling good, we gotta take you. Stop! Are you out of your mind? Missed you at church this morning, Curtis. Thinking about cleaning up that storm shelter out back. You know the expenses we have coming up. You want to waste money on a stupid tornado shelter? I'm afraid something might be coming. It's not just a dream.
is feeling. I told people what you've been doing. I said Alors, tous aux abris ou tous dans les salles de cinéma dès demain? Commençons par vous, Alain Spira, sur Take Shelter. Alors, je vais être un peu normand, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Ce film est un drame, non pas psychologique, mais météorologique. Ouais. Donc, si je devais le définir avec ces critères, je dirais il y a de belles éclaircies, mais le film est souvent très couvert. On en sort avec une drôle d'impression, c'est voulu, c'est dû à l'ambiance, c'est une des premières qualités du film, c'est cette ambiance. Moi, il y a une chose qui m'a toujours ennuyé dans les films, c'est l'échec en bois. Je m'explique. On entraîne le spectateur sur une voie, et tout d'un coup, hop, le type tombe de son lit, ah, ce n'était qu'un rêve. Et là, c'est répétitif. Alors bon, on comprend pourquoi, mais scénaristiquement, ça me met mal à l'aise, moi. C'est mieux que quand il se réveille dans certains films à la fin pour dire tout ça était un cauchemar. Là au moins ça rentre dans l'histoire. Jeff Nichols est très très doué pour décrire effectivement une Amérique middle class, une Amérique un peu isolée. Lower class. Hein. Lower class. Ouais. Oui, c'est la classe ouvrière. Sont des ouvriers dans des coins perdus. Hein. Mais comme ils vivent quand même sur un pied social supérieur à celui qu'on peut connaître en Europe, on a quand même le sentiment, tant qu'ils ont du boulot, ça va. Ouais. Hein, voilà. Là, de nouveau, il décrit très très bien les liens familiaux dans ces milieux. Mais le problème, c'est que on a souvent le sentiment d'être dans un film de Night Shyamalan. C'est-à-dire qu'on prend la réalité, on la tord quelque peu pour faire croire qu'on est dans le fantastique, mais on n'est pas tout à fait dans le fantastique. On va de l'un à l'autre. Et ce fantastique, en fait, est une terre connue. On a l'impression vraiment d'être dans un type de cinéma qu'on a déjà vu. Heureusement, l'acteur principal, Michael Shannon, fait partie de ces comédiens qui ont une telle intensité intérieure, qui peuvent tellement aussi bien jouer la folie que la normalité, et qui savent osciller entre les deux, qu'ils donnent vraiment le relief nécessaire à cette histoire. Alors, je vais évidemment pas dire la fin, mais c'est vraiment une déception, la fin. C'est comme un bon banquet à la fin de laquelle on vous sert un yaourt maigre. Ça, je suis d'accord. C'est la dernière séquence dont on ne dira rien. Ah bah non. J'avoue que, bon, bref. On ne dira pas que c'est la bonne qui a tué, parce que sinon, ça gâche tout. Non, c'est le majordome, on le sait bien. Mais alors, pour le coup, non, mais on pourrait dire, pour reprendre ce que vous venez d'énoncer, Alain Spira, que c'est quand même un film très freudien, où l'inquiétante étrangeté est amenée dans la douceur du foyer, où la tornade tant redoutée, c'est quand même cette folie qui monte chez cet homme et qui se dit que ça va dévaster sa famille. Enfin, il y a quand même une lecture assez simple finalement. Moi, je suis très sensible au climat, encore une fois, qu'arrive à instaurer Jeff Nichols. Je suis un cinéaste dont je vais continuer à attendre impatiemment les films, parce qu'il a quand même cette capacité... Climat, c'est le terme pour un film météorologique. Absolument. Ouais. Les climats, ça aurait pu être le titre du film aussi. Antoine Guillot. Ben absolument, j'ai aussi pensé au climat et au travail de Nuri Bilge Ceylan, enfin sur la manière d'utiliser le paysage tout en le retouchant, comme un photographe peut retoucher certaines de ses photos. C'est très très beau aussi Take Shelter au niveau de l'image. Pour en donner justement pour donner un aperçu de la psychologie des personnages, comme dans une certaine peinture classique comme ça, où les fonds étaient là pour exprimer la psychologie du personnage. Et c'est vrai que l'image est magnifique et que c'est un des grands talents de ce cinéaste de filmer l'Americana, enfin ces territoires où l'horizon est extrêmement loin, donc la tempête, on la voit arriver de très très loin, plat, sous sa forme de petit tourbillon au loin qui a l'air complètement insignifiant, mais dont on sait qu'il va tout emporter. Et moi, c'est un film qui me touche énormément parce qu'il me dit non seulement de l'homme américain qui est le blue collar, enfin c'est l'Amérique à la Springsteen, quoi, mais qui est le héros américain à la base. C'est l'ancien cow-boy, hein. De ce que ça nous dit aujourd'hui d'une état de l'Amérique
qui est dominé par la peur et qui est gouverné par la peur et où la peur est toujours présente et qui peut être la peur de pas réussir à payer des soins à sa fille parce qu'on risque de perdre son boulot et quand on perd son boulot, on perd sa mutuelle, la peur du déclassement social, la peur de la crise économique, de perdre sa maison parce qu'on n'arrive pas à payer l'emprunt, etc. Et c'est, évidemment, ça nous parle aussi de nous, au-delà des choses typiquement américaines où on se rend compte très vite, combien de sommets de la dernière chance on nous sert à peu près tous les mois. On est dans un état de peur permanente dans les discours des hommes politiques, dans nos propres soucis quotidiens. Et ça, je trouve qu'il le rend extrêmement bien. Comme il traitait la question de la vengeance dans Shotgun Stories. Exactement. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce cinéaste prend des formes typiquement américaines, qui peut être le polar familial, des petites gens, des histoires qui remontent au western, qui peut être le thriller un peu fantastique, avec en ligne de mire Les Oiseaux de Hitchcock, qui est presque textuellement cité à un moment avec une scène incroyable d'oiseaux. Et en même temps, on est effectivement dans quelque chose de très psychanalytique. Je trouve que ça s'articule très bien avec le film de Cronenberg, parce que quand vous dites c'est pénible de voir le héros se réveiller d'un cauchemar, sauf que le cauchemar continue dans la vie et qu'il y a une contamination permanente justement c'est incroyable cette manière dont les rêves qu'il fait conditionnent sa manière de voir le monde et l'amènent vers la folie. Sauf que et là, vous parliez de la sortie de son film précédent en DVD, mais aujourd'hui, chez le même éditeur, sort en DVD Mélancolia de Lars von Trier. J'ai pas dit que c'était Potemkin, je crois. Voilà, et bien c'est chez il faut le dire absolument. Chez Potemkin aussi, cet excellent éditeur de DVD, sort Mélancolia de Lars von Trier, où une femme va appeler la fin du monde par le souhait de... Vous allez me le prêter, je vais le voir alors. Le propre souhait de sa névrose et de voir tout le monde finir. Et là, on est quand même dans le cas typique des paranoïaques. Il faut dire quand même que ça vous intéresse. Il faut dire quand même que Michael Shannon, c'est l'acteur paranoïaque par excellence. Enfin, si vous avez vu Bug de William Friedkin, il est inoubliable là-dedans. Il va être beaucoup, je sens, encore utilisé dans ce cadre-là, sauf que les paranoïaques n'ont pas toujours tort. Ça, j'étais sûr que vous arriveriez là, Antoine. Charlotte Garçon, sur Take Shelter de Jeff Nichols. C'est vrai, c'est pas parce que vous êtes paranoïaque qu'ils sont pas tous après vous. Vous n'avez pas forcément même les paranoïaques ont des ennemis. Mais non, je suis d'accord que c'est pas un film qui renouvelle réellement, c'est pas un film d'une extrême originalité, mais moi j'apprécie justement sa modestie, son humilité. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il a une dimension cosmique que en fait il ne fait pas preuve d'une humilité. Et je dis humilité parce qu'il se tient assez précisément, j'allais dire, du côté de son personnage, non pas pour le défendre, il y a pas de prise de position de la sorte, mais en tout cas pour rester à cette distance en disant voilà, il lui arrive ça, sauf que ce type-là, qui a beau être middle class ou ce que vous voulez, ou sous middle class, par exemple, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il va à la bibliothèque, il sent qu'il y a un atavisme, sans doute il est en train de devenir fou comme sa mère l'a été. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à la bibliothèque et puis il trouve dans les rayonnages un livre sur la schizophrénie, il l'ouvre et il le lit. Il n'est pas de Jung, je précise. Voilà. Et ça, moi, ça je le vois assez peu dans des films américains, c'est-à-dire ce côté extrêmement pragmatique de dire je sens que je suis en train de devenir fou là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais à la bibliothèque municipale. Et tout le film est comme ça, c'est-à-dire qu'il joue pas seulement sur le côté cosmique, mais sur le côté au contraire extrêmement local. Par exemple, quand il souscrit un prêt, ça pourrait être voilà, qu'est-ce que c'est la crise, attention, l'engrenage du prêt, mais face à qui il est? Face à un banquier qui le connaît, parce que c'est une des petites communautés et qui lui dit attention là, le prêt que tu prends, je préfère te le dire, il est risqué. Donc en fait, il bifurque par rapport à plein d'attentes et plein de clichés du cinéma américain pour rester dans un côté très local qui, je trouve, est plein de saveurs, plein de charme et d'une modestie assez séduisante. C'est pour ça que la comparaison avec Terrence Malick, que certains ont mise sur le devant. C'est à cause de la comédienne. Hein. Voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Alors là, vraiment, c'est une comparaison pour le moins curieuse. Mais cette idée aussi de la peur dont parlait Antoine Guillot, la peur à la fois de ne pas savoir protéger sa famille, et elle se traduit dans le film, non pas par... elle se traduit en fait par une construction. C'est-à-dire qu'il est en train de détruire sa famille en construisant cet abri anti-tempête. Et je trouve que c'est un paradoxe intéressant. Paradoxe, il faut mettre au crédit aussi de Jeff Nichols, qui est non seulement le metteur en scène, mais aussi le scénariste de ces deux premiers films, en tout cas. Un dernier mot, Spira, sur Take Shelter? Ce qu'il y a de très fort dans ce film, c'est que quelqu'un qui est fou, il est fou, hein, mais quelqu'un qui a conscience de devenir fou, là, c'est un vrai cauchemar. Et c'est vraiment ce qu'il y a dans ce film. Mais c'est souvent le cas, Alain.
C'est pas souvent traité comme tel, en tout cas dans le cinéma. C'est assez rare au cinéma. Singulièrement chez un homme aussi jeune que ce Jeff Nichols, qui est décidément un auteur passionnant et qu'on va continuer à suivre, aller voir donc demain. Take Shelter qui sort dans les salles françaises. Et puis procurez-vous, si vous le pouvez, faites-vous offrir encore des cadeaux qui restent à faire. Shotgun Stories qui vient de sortir en DVD chez Potemkin. On parlait de crise économique, on parlait de la difficulté pour les uns et les autres de trouver refuge. C'est le cas aussi dans le domaine de la culture. On va le voir, et c'est ce soir l'objet de mon coup de fil. Hello. 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 Bonsoir Sébastien Moras. Bonsoir Arnaud Laporte. Bonsoir, vous êtes le président de l'association pour un festival du film pour l'enfance, festival Plein la Bobine, dont la 10e édition devrait se tenir du 9 au 14 juin 2012, et j'emploie ce conditionnel, mais je veux très vite transformé en futur, parce que c'est la raison de ce coup de fil. Ce festival est en danger. Alors avant de parler du présent, il faut expliquer à nos auditeurs de quel genre de festival il s'agit, revenir un peu aux origines et à la singularité de ce festival. Quel est pour vous l'enjeu, l'envie de ce festival, Sébastien Moras ? Alors ce festival, c'est d'abord à l'initiative de la commune du Mont-d'Or et de la commune de la Bourboule, ainsi que la communauté de communes du Sancy, donc en plein cœur de l'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, qui ont voulu, donc à la suite d'un autre festival, créer ce festival. Donc, d'abord l'association l'a fait, comme vous avez dit, qui organise le festival Plein la Bobine et de nombreuses actions tout au long de l'année à destination des scolaires, des jeunes et puis des moins jeunes, avec des personnes âgées. J'y reviendrai, avec notamment des journées intergénérationnelles. Il s'agit de conjuguer un désir de cinéphilie, un désir de pédagogie ? Exactement, oui, c'est un acte citoyen parce que voilà, on amène la culture dans des zones qui n'ont pas un accès à la culture aussi facile qu'en ville, ainsi que donc une éducation à l'image pour les jeunes, donc maternelle, primaire, collégiens également, et pour des personnes âgées aussi, avec notamment des journées, donc comme je disais, intergénérationnelles, qui se déroulent tous les ans dans le festival de Plein la Bobine depuis l'année 2007, et donc qui mélangent plusieurs courts-métrages avec des interactions avec des personnes âgées et des jeunes. Donc c'est vraiment un acte citoyen, et comme vous disiez, un acte cinéphile, parce que voilà, c'est à destination des enfants, mais aussi des parents et de toute personne qui a envie de voir un festival de qualité, avec un cinéma un peu différent de ce qu'on peut avoir au jour d'aujourd'hui dans tous les cinémas. Alors vous avez parlé de maternelle, primaire et collège, et c'est vrai que le festival, il a une section de compétition qui justement distingue ces tranches d'âge, puisqu'il y a à partir de 3 ans, à partir de 7 ans, à partir de 12 ans, 11-12 ans, l'entrée au collège. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi 3 types de façons de présenter les films, d'accompagner le jeune public vers les films, selon vous ? Et donc il y a un travail qui est réalisé tout au long de l'année avec 3 classes jury, donc une classe jury 3-6 ans, une classe jury 7-11 ans et une autre 12-15 ans. Donc c'est sûr qu'avec des parrains, donc des professionnels du cinéma, il y a un travail qui est amené tout au long de l'année pour justement apprendre à juger ces films, à s'y approprier, à les comprendre et à les critiquer aussi. Donc c'est un travail qui est réalisé vraiment tout au long de l'année, un travail de longue haleine avec une coordinatrice scolaire qui pousse les rencontres avec des professionnels. Donc effectivement, l'approche sera pas exactement la même avec des adolescents qu'avec des enfants de maternelle ou de primaire. Alors on entend bien ici que d'abord s'intéresser à l'art et à la culture en milieu rural est une chose éminemment importante. L'apporter dans le milieu scolaire, ça l'est aussi. Alors pour quelle raison est-ce que ce festival est menacé aujourd'hui, Sébastien Moras ? Alors ce festival fonctionne principalement sur des fonds publics, donc avec notamment la DRAC, la région, le département qui nous soutiennent chaque année, ainsi que localement, donc la commune de la Bourboule, du Mont-d'Or et la communauté de communes du Sancy, donc ces 3 institutions qui sont à l'origine de ce festival. Cette année, l'état actuel de la société, donc on vous en parliez de crise, a eu pour conséquence des remises en cause justement de ces subventions plutôt au niveau local. Donc voilà, on nous a plutôt fait comprendre que les communes n'apporteraient plus le financement qu'elles apportaient auparavant. Exactement, voilà, on a des communes qui ont plutôt remis en question ce financement, notamment la ville du Mont-d'Or et la communauté de communes du Sancy qui ont remis en question un petit peu ce financement. Aujourd'hui, je peux vous dire que la communauté de communes du Sancy nous a donné plutôt le feu vert pour repartir pour cette édition. Il reste toujours une question en suspens, c'est l'engagement de la commune du Mont-d'Or, dont on n'a pas de réponse officielle à ce jour. Alors qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que vous avez mis en place pour sensibiliser et à notre tour pouvoir relayer cette sensibilisation, Sébastien Moras ?
Alors, pour relancer on a envoyé une lettre d'appel à soutien, donc on a diffusé dans toute la France et même à l'étranger, vers tous les professionnels du cinéma ou encore vers tous les politiques ou encore tous les publics qui nous ont accompagnés ces 9 dernières éditions. Et on peut dire que en tout cas, la mobilisation était là, et donc on en est vraiment très fiers et très touchés, et on remercie d'ailleurs toutes ces personnes qui nous ont répondu, qui nous ont fait part de leur soutien outre-Manche, aussi bien au Québec qu'en passant en Iran également, en Norvège, en Belgique, etc. Enfin vraiment partout, et donc on tient vraiment à tous les remercier pour leur soutien apporté, qui a vraiment joué dans la balance et qui nous a fait notamment comprendre à la communauté de communes du Sancy l'importance et l'ampleur de cette manifestation. Vous savez, le nôtre entier, plein de soutien, transmettez à la communauté de Mont-d'Or pour que ce festival ait lieu du 9 au 14 juin 2012, la prochaine édition qui sera la 10e. On trouvera sur le site de franceculture.fr à la page de la dispute les moyens de vous contacter, peut-être de vous soutenir aussi. Nous, on a envie que vive ce festival plein la bobine. Merci beaucoup, Sébastien Moras, et on suivra bien sûr cette affaire. Dernier film en commun avant quelques coups de cœur pour cette fin d'émission, toujours en compagnie de Charles Garçon, Antoine Guillot, Anna Spira. Dernier film à notre affiche collective, donc ce premier long métrage de fiction signé Cyril Ménéguin, qui avait précédemment réalisé un court-métrage, des documentaires. C'est un travail documentaire qui fait partie des sources de ce film. Louise Wimmer, qui suit son interprète principal dans un quotidien dont le moins qu'on puisse dire et qui n'est pas tout à fait rose, est peut-être vu sur les murs, sur les vitrines de magasins ou sur la une des journaux, un post-it jaune sur lequel il est écrit Louise Wimmer et un numéro de téléphone. Mon sens de pousser de l'investigation m'a conduit à composer ce numéro, mais je suis tombé sur le répondeur de Louise. Je n'ai pas laissé de message. Louise, elle arrive vers la cinquantaine, elle est divorcée, elle a une fille qu'elle ne voit jamais. Elle fait des ménages dans un petit hôtel, elle n'a plus d'appartement, elle dort dans sa voiture, nuit après nuit. Elle cache cet état de fait par une suite ininterrompue de mensonges. Elle a du mal à accepter les mains tendues, sans doute par fierté, par fatalisme, peut-être par renoncement, et en même temps, elle cherche à préserver sa dignité, notamment en espérant tous les jours qu'un logement HLM lui sera enfin attribué. Bande-annonce de Louise Wimmer. Mais putain, merde! Écoutez, j'ai des cas qui sont bien plus graves que le vôtre. Vous avez un travail. J'ai bientôt 50 ans, je vis dans ma voiture. J'ai besoin d'un appartement. Pas d'un entretien, mais d'un putain d'appartement! Restez poli, s'il vous plaît! Tu me fais penser à ma fille. Tu m'en veux pas si j'y vais maintenant? Tu m'en veux, toi? Serre-moi. Serre fort. Votre prélèvement a été rejeté. Je peux pas payer l'huissier. Il peut me prendre ma voiture. Reprends-toi, ma belle. Je sais, Louise. Je sais que t'as des problèmes. Tu m'obliges pas à parler. Moi, j'aime pas parler, j'aime bien danser. Louise Wimmer sort demain dans les salles. Antoine Guillot? Écoutez, moi, il y a quelque chose que j'aime encore plus que les personnages de paranoïaques au cinéma. Vous le savez, c'est les personnages désagréables, mal embouchés, avec un mauvais caractère. Donc je suis servi avec cette Louise Wimmer qui est pas polie, qui dit pas merci et qui ne se soumet pas à un certain jeu social qui voudrait que quand on est pauvre, il faut aussi être soumis et être gentil et dire merci. Et parfois, on n'a pas envie de dire merci. Et je crois qu'il y a beaucoup de là-dedans, dans ce portrait de
de cette femme qui est construite vraiment comme un portrait par petites touches, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de séquences montées très rapides, souvent assez courtes, où on la voit régulièrement conduire dans sa voiture et écouter cette musique de Nina Simone qui nous énerve à un moment, mais qui énerve aussi le personnage. J'ai été assez sensible à ce film qui parfois en fait un peu trop dans l'aspect très maîtrisé de la mise en scène, une distance qui est tellement affichée que on se dit par moment, il faudrait qu'il se lâche un peu, ce Cyril Ménéguin, et qu'il aille un peu vers la chair, justement. On parlait de chair et d'esprit. Malgré tout, j'ai été vraiment, moi, touché par ce personnage, parce que j'aime les gens qui disent pas merci. Alain Spira. Oui, moi je dis merci au réalisateur et surtout à son interprète, parce que moi c'était un coup de cœur et une révélation, parce que Corinne Maziero fait partie de ces comédiennes qu'on voit depuis des années, qui sont aussi bien dans les téléfilms que dans les films qu'au théâtre, et on ne sait jamais trop mettre un nom sur ses visages, et tout d'un coup, pour la première fois, elle a un premier rôle, et là c'est vraiment un choc. Cette femme occupe tout l'écran, d'ailleurs elle est filmée en plan moyen pendant presque tout le film, sauf un seul moment quand elle se lâche vraiment et ça donne à une danse, une transe extraordinaire où là elle est en plan plus large, mais vraiment le film est focalisé sur elle. On connaissait tous les films d'aventure où il y a des Robinson sur des îles désertes ou bien des gens dans la jungle avec des cannibales et des ennemis. Et là, c'est un film de mésaventures. Mes aventures vraiment contemporaines. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se retrouvent soit à la rue, soit comme elle, dans leur voiture. Et là, on tombe sur quelqu'un qui ne baisse pas les bras. C'est pour ça qu'elle les revêche. C'est pour ça peut-être qu'elle a du poil sous les bras aussi. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas aller, qui va pas aller dans la vinasse et qui veut se battre. Et les ennemis qu'elle rencontre, ils sont partout, mais aussi dans l'administration, parce qu'effectivement, elle mène une lutte pour obtenir un logement. Elle vit dans le coffre de sa voiture, c'est terrible. En plus, c'est une femme, on sait peu de choses d'elle, elle a divorcé, mais c'était une bourgeoise. Elle était mariée à un chef d'entreprise qui apparemment est très très aisé. Et elle est tombée dans la pauvreté extrême. C'est une femme entre deux âges. Elle a aussi un rapport à sa féminité. Et j'ai trouvé ça très très subtil de montrer qu'elle avait un amant avec lequel elle couchait mais ne dormait pas, et qu'elle s'accrochait grâce à ça à la chair. Et j'ai rarement vu des scènes d'amour aussi fortes et bien filmées que dans ce film. Et j'espère vraiment qu'on retrouvera Corinne Maziero. Je redis son nom, parce que c'est une femme qui peut être à la fois sublime et laide, qui peut être à la fois très forte et très fragile. C'est presque une Depardieu. Non, comme voilà. vous y allez. Je l'aime, c'est tout. Bon, alors du coup, je peux y aller aussi. Non, mais vous y allez tous beaucoup, très fort tout de même. Je peux y aller, oui, Charlotte, pour dire que moi j'ai pensé à ce film de Jean-Jacques Geoffrey dont on avait parlé ici, Après le Sud, qui m'avait consterné parce que j'y voyais, on y cochait toutes les cases du cinéma d'auteur français, le sujet social, les personnages très incarnés, une certaine façon de filmer, et de la même façon qu'il y avait ce plan final d'Après le Sud qui m'avait horripilé de ce jeune homme, les bras en croix, tel le Christ, et cette scène de danse dont je suis certain que vous trouvez très belle et que beaucoup de gens la trouvent très belle, moi me paraît d'une absurdité, d'un non-sens par rapport au reste du film et d'une fausseté pour dire les choses simplement. Moi qui m'a vraiment gêné. Je n'ai pas du tout envie de dire spécialement de mal de ce film, mais il y a un tel dithyrambe que je me permets quand même de dire que moi j'y vois une caricature de film d'auteur français. Charlotte Garçon. Oui, moi aussi. À la limite, sur le papier, ça aurait pu me séduire. C'est un portrait moi de aussi, femme. on en a vu. Voilà, un portrait de femme rugueux, ou en tout cas de femme rugueuse. Qui m'a parfois fait penser au film qui s'appelait L'Autre, vous savez, de Pierre Trévidic et Patrick Mario-Bernard. Qui est magnifique, L'Autre. Voilà, qui était taraudant, ce film. Il y avait des zones d'ombre comme ça, de mystère qui restaient longtemps après. Là, le problème, c'est que le film expose son personnage à la lumière, mais sous tous les angles, et de telle manière à ce qu'il n'y ait plus aucun mystère. Et donc, parce que je pense que le réalisateur n'a pas de distance, n'a pas de point de vue sur son sujet, qu'il est dans une empathie telle qu'il il y a un point de vue. Il y a malheureusement, un point de vue qui est celui d'un certain misérabilisme, il faut bien le dire, quand même d'une complaisance. Alors peut-être est-ce parce qu'il se trouve que les circonstances ont fait que je côtoie des gens qui sont en demande de HLM, mais pas depuis 8 mois, comme le revendique l'héroïne, avec moult colère dans les services sociaux, mais une dizaine d'années en effet. Et de telle sorte que ce portrait m'a paru tellement à la fois misérabiliste, chargé, mais tellement en deçà en même temps d'une réalité sociale
beaucoup plus violente. Elle a une voiture. Voilà, il y a des gens dont la voiture est tombée en panne et en mille morceaux depuis tellement longtemps qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à cela. Alors ça ne veut pas dire qu'on lui demande de faire un film qui n'est pas du tout son film. Bien entendu, il fait un film sur ce personnage. Mais quand le film vous laisse cette impression-là, c'est-à-dire que vous pensez à une réalité sociale tout autre, qu'il viendrait comme masqué, là c'est qu'il y a un problème de forme, c'est qu'il y a un problème dans la mise en scène de ce portrait. Et c'est pour ça que je suis d'accord que cette scène de danse, de transe finale, de dépense du corps qui viendrait comme un sommet d'absurde, c'est-à-dire je suis dans une situation tellement de désespoir que je n'ai que la dépense physique pour aller au bout de quelque chose, c'est quelque chose qui a été tellement vu et tellement épuisé par des gens de tellement tant de talent que vraiment je suis arrivée jusqu'à la colère. Alors avec un film qui au départ avait plutôt des atouts pour me plaire. Je signe ce que vous venez de dire aussi, Charlotte Garçon. Moi, je me porte à faux. Cette danse, c'est un peu comme quelqu'un qui, tout d'un coup, on a compris. Hurlerait sa douleur. On a compris ce qu'il voulait dire. Je trouve totalement justifié. Quant aux zones d'ombre, c'est pas la peine de nous expliquer. Je trouve que le personnage a beaucoup de zones d'ombre. À part qu'elle a été divorcée, on connaît rien de son histoire. Il est mal écrit. Désolé. On peut dire ça aussi. Non, mais bon, vous ne nous convaincrez pas, vous avez compris, Alain. On a bien compris les intentions éminemment louables et je ne mets pas en doute la sincérité de ce réalisateur. Alors sinon, vraiment, c'est que louable, mais écoutez, la fin dont on ne va pas dire ce qu'elle est beaucoup moins louable. Enfin, idéologiquement, je la trouve très... Les bons sentiments ne font pas toujours les bons films, ce n'est pas nouveau. Et pour moi, c'est ce que je pense de Louise Wimmer. Mais vous avez épuisé votre temps de coup de cœur à l'Inspira. Vous êtes content? Vous n'avez plus le temps de parler de... De quoi vouliez-vous parler? D'une nuit? Allez, je vous donne 20 secondes. Une nuit, un formidable polar, sans violence, avec un Roche Dizem comme on l'a rarement vu. Et on comprend... On l'a pas vu depuis longtemps plutôt, parce que c'est un très grand acteur. Très grand acteur, mais là, dans le rôle d'un commissaire de la mondaine, il est surprenant. Et on saisit quels sont les liens qui peuvent... l'interaction entre un policier de haut rang et le milieu. Et comment, justement, on peut se perdre. Et si on ne se perd pas, on est un mauvais flic. C'est toute la dualité et qui est en résonance avec des affaires Une nuit actuelles. De Philippe Une Lefebvre. nuit, très bon film. Les Acacias, c'est le choix d'Antoine Guillot. Eh bien, les bons sentiments font parfois les excellents films. Les Acacias a eu la Caméra d'Or à Cannes et c'était complètement mérité pour ce premier film d'un Argentin qui s'appelle Pablo Giorgelli. Ça peut faire très peur au départ parce que c'est 1h30 dans la cabine d'un camion avec un camionneur pas bavard, une femme pas beaucoup plus bavarde et revêche et un bébé. Et c'est quelque chose de magnifique. Un film très très juste sur la naissance du sentiment amoureux et sur la nature des relations humaines. Si vous n'êtes pas profondément ému par ce film, c'est que vous n'êtes pas un homme ni une femme. Bon, ni un bébé. Non, allez le voir, c'est merveilleux. Alors, allez, Charlotte Garçon. Oui, c'est un beau film, Les Acacias. Mais si vous voulez voir le film de l'année avec Dangerous Method, c'est Pater d'Alain Cavalier. Non, mais là, vous ne regardez pas, je ne suis pas d'accord avec vous. Et quelle chance qu'il sort en moi, DVD. Je suis complètement d'accord. Donc, puisque nous n'avons pas livré de top 10 dans cette émission, allez voir Pater ou bien regardez le DVD. Et à cette occasion, sortent d'autres DVD de splendides films d'Alain Cavalier chez Pathé, et notamment Martin et Léa et Le Plein de Super. Le Plein de Super, c'est formidable. J'aime tellement Alain Cavalier que j'étais tellement déçu par Pater. Mais enfin, voilà, il n'y a pas d'alliance objective ici. Taisez-vous. Sinon, moi seul. Non, mais je vais dire un truc complètement inattendu. Un coup de cœur pour un film dont j'avais complètement raté la sortie en salle. Il faut dire que c'était au milieu de l'été 2010. Ça s'appelle White Night Wedding. Ça, c'est pour pas se prendre beaucoup la tête. Comme son titre l'indique pas, c'est un film islandais du comédien et cinéaste Balthazar Kormákur, dont on avait pu voir précédemment Jar City, adapté du polar d'Arnaldur Indridason. C'est une relecture d'Ivanov, la pièce de Tchekhov, dans l'Islande contemporaine. C'est une sorte de comédie dépressive que je vous recommande donc pour goûter aussi les paysages islandais. C'est un DVD qui, lui, sort chez Tamassa. Celui de Pater, il est sorti chez qui, Charlotte Garçon? Parce que je ne suis pas rancunier. Pathé Vidéo. Pathé Vidéo, pardon. Je croyais que vous l'avez d'ailleurs dit. C'est aussi une comédie dépressive. Oui, mais qui m'a moins mais qui va marcher pour 2012, qui a une actualité très très grande. D'accord. On a compris, Charlotte Garçon, que c'était votre choix. Merci à vous, Charlotte Garçon, à l'Inspira, Antoine Guillot, d'avoir pris part à cette dispute avec moi ce soir. Toutes les informations pratiques sur le site franceculture.fr à la page de la dispute. Le répondeur 01 56 40 25 11. La dispute possible grâce à Flore Havé, Élise Béguin-Bastoul, Sam Boutata, Daniel Finot, Antoine Guillot et Laurence Millet. Prise de
son ce soir, Jean-Richard Dufour. Réalisation, Daniel Finot. Demain, à 21h, une dispute consacrée aux arts plastiques. Riche programme, Vic Muniz à Avignon, Marcus Retz à la BNF, le musée Malraux du Havre et Beth Hoff à la Conciergerie. Dans quelques instants, le journal de la rédaction.